Me rejoindre sous vos applaudissements. C'est intéressant d'avoir le regard de l'élu local. Asma Kerboub, qui est directrice stratégie et développement à l'ANP, l'Agence nationale des ports, sous vos applaudissements également. Rassel Mshrafi, qui est directeur général de l'AMDL, l'Agence marocaine du développement de la logistique. Monsef Blachayat, qui regarde encore un petit peu son téléphone, qui travaille, c'est le travail, président de H Invest Holding, PDG de Building and Consulting, et si Mohamed Talal qui est à ma gauche, qui a écouté Laïla Benis, qui était inspirante. J'ai vu il portait un regard, une écoute très attentive. Président directeur général du groupe La Voie Express. Peut-être démarrer avec chacun à son micro. Abdallahi Moutas, peut-être avec vous. On a un climat, on a une température qui a été, il y a un thermomètre qui a été présenté par Laïla Benis en matière de mobilité de personnes. Est-ce qu'on doit aussi voir cette photographie, cette picture, comme on dit, en matière de logistique de Casablanca, avec aussi de vrais défis, parce qu'il y a de vraies contraintes et il y a de vrais déficits à surmonter. Merci. Effectivement, ce qui a été présenté par Madame, ça concernait, je crois, le périmètre national. Donc, pour se focaliser sur ce qui est Casablanca, donc à mon avis, je crois que depuis 2004, à peu près 20 ans, je crois que le système de transport et la mobilité urbaine, je crois, a connu une métamorphose, si j'ose dire, radicale. Tout le monde se rappelait avant 2004 de la RATC, donc les bus bleus qui sillonnaient Casablanca. Et je crois que depuis, Casablanca a saisi, suite à un premier PDU qui a eu lieu en 2005-2006, pour pouvoir un petit peu arrêter une cartographie, de pouvoir agir sur la mobilité au niveau de Casablanca. Et que je crois que depuis, à ce jour-là, je crois qu'on a quand même fait un certain nombre de pas pour aller. Et je crois que le chiffre qui a été annoncé n'était pas loin. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% d'utilisation des moyens de transport, d'utilisation de transport public. Et je crois que c'est ce qu'on avait comme objectif il y a quelques années, parce qu'on ne dépassait pas 8-9%. Je crois que c'est une amélioration importante. Je crois qu'aujourd'hui, à partir du mois de juillet dernier, on est doté, au lieu de 2 lignes de tram, on est aujourd'hui à 4 lignes de tram. Et on est à 2 lignes de busway, plus ce qui a été dit tout à l'heure, un réseau de bus moderne. Je crois que les Casablancais l'ont pratiqué. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est social, est-ce qu'il est économique? Comment faire passer les gens de l'utilisation de la voiture personnelle à ce système de transport? Honnêtement, je crois que si je pose la question aux gens qui sont dans la salle, certainement ils ont tous des voitures personnelles et personne, je crois, est rare ou bien peu de gens à utiliser les transports publics. Et je crois que c'est là où il faut faire un effort important, un effort énorme sur le plan pédagogique pour pouvoir faire passer les gens à se transporter en communauté, à utiliser les transports en commun et à utiliser, je crois que depuis qu'on a mis le tramway sur place en 2012, je crois que c'est un outil magnifique, un outil propre, un outil qui reste toujours efficace. Mais comment faire drainer les gens? Je crois que la classe moyenne commence un petit peu à se débarrasser de la voiture personnelle. Moi, je parle d'un exercice qu'on a fait au niveau de Sidi Moumen. Beaucoup de gens de la classe moyenne qui ont trouvé la possibilité d'avoir des loyers intéressants au niveau de Sidi Moumen. Un jeune couple qui se sont débarrassés de leur voiture et qui utilisent aujourd'hui le transport, notamment le tramway. Je crois qu'à ce niveau-là, on avance. Aujourd'hui, on a le système de bus et on a le système de tramway. Un travail important se fait aujourd'hui pour avoir le ticket unique, c'est ce qui est important, ce qui facilitera un peu la vie des gens. Sauf que toutes ces facilités-là, ils ont une répercussion financière. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la ville de Casablanca, il paye 350 millions
de dirhams de déficit chaque année pour les transports publics. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas que la commune paie plus que 50% de leur ticket pour un petit peu essayer de contribuer. Ça a été dit que dans certains pays, il y a le transport gratuit, mais il faut savoir qu'on paie 40, 50 à 60% des transports de tous les Casablancais. C'est la ville que le protège. Et pour avoir le ticket unique, ça va creuser un peu encore plus le déficit, mais c'est une nécessité, c'est une amélioration qu'il faut voir. Aujourd'hui, je parle aussi des perspectives de l'avenir. Aujourd'hui, avec l'avènement de la COP du Monde, on était contraint de revoir notre programme de RER qui sera revu radicalement. On était au début de 2022 sur un budget de 8 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on frôle les 13 milliards de dirhams pour pouvoir revoir les stations nouvelles qui auront lieu et le tracé nouveau qui a eu lieu avec nos amis un de point l'OCR. sur lequel effectivement on reviendra, mais juste Abdelrahim Outas, sur est-ce qu'on doit considérer que la mobilité des personnes, c'est la priorité du Conseil de la ville de Casablanca et que la mobilité et que la logistique et la logistique urbaine n'est pas forcément la priorité ou pas du tout? Si je vous dis qu'on paye chaque année 350 millions de dirhams pour subventionner le transport, c'est suffisant pour dire l'importance et la place qu'on donne au transport en commun. Et sur la logistique? Et la logistique urbaine? Alors ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, en termes de priorité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche binaire, c'est-à-dire d'un côté mobilité, d'un côté logistique, ou est-ce que c'est couplé? Non, juste pour avoir. Je laisserai le patron de l'AMDL parler parce qu'il y a eu une convention qui a été signée avec l'AMDL en 2017, si ma mémoire est bonne. Malheureusement, l'avancement dans ce projet, elle est très lente. Je crois que je ne parlerai pas à la place de nos amis de l'AMDL. On va tout de suite lui donner la parole. Parmi les obstacles de ce projet. Mais je crois que l'étude, il était là et il peut être revu. Il est tout le temps discuté, négocié, revu avec nos amis du ministère de l'Intérieur et de l'AMDL. Mais je crois que le moment est venu parce qu'on est dans l'obligation de la mettre en place d'ici 2030. Je crois que c'est une aubaine pour nous, cet événement de 2030, parce que ça va accélérer énormément de projets qui étaient au ralenti. Je crois qu'on va pouvoir... Peut-être un coup d'accélérateur. En tout cas, on va voir tout de suite la réponse du directeur général de l'AMDL. Effectivement, ce couplage entre mobilité et logistique, ce sujet qui patine, en tout cas a priori depuis 2007, qui a du mal à avancer. Bon, c'est vrai que Rassam Sharafi, vous n'étiez pas aux responsabilités en 2007, mais est-ce que vous avez un petit mot à partager dans ce sens et d'arriver à une espèce de couplage efficace et efficient en matière de mobilité et de logistique? Très bien, merci Rachid, merci Seouta, c'est aussi pour la main tendue que je ne manquerai pas de convertir très prochainement. Je crois fondamentalement que ce n'est pas par hasard que nous avons demandé à Madame Benis de nous faire cette présentation sur la mobilité. En réalité, la mobilité des personnes et la logistique, ce sont deux sujets gémeaux parce qu'ils empruntent finalement tous deux la voie publique. Donc l'efficacité dans l'un a des impacts et des implications sur l'autre. Je voudrais d'abord commencer par un peu quantifier la demande. La demande en transport et en logistique avec quelques chiffres qui sont, de mon point de vue, importants. Casablanca, ce sont, avec les parties périurbaines, 4 millions d'habitants. Donc 4 millions d'habitants qui ont des besoins de mobilité. Ce sont 4 millions d'habitants qui consomment avec un niveau de pouvoir d'achat relativement supérieur à ce que l'on peut trouver ailleurs au niveau national. Au niveau de la création de richesse, Casablanca, c'est un peu plus de 30% du PIB. 32. Je rappelle que... Comment ? 32. C'est ça. Je rappelle que la deuxième région, qui est Rabat Salé Knetra, est autour de la moitié de la performance de Kazan. Et que, si Abdeltif Mezouz en a parlé ce matin, la région de Kazastat, c'est plus de la moitié de la production industrielle. Donc,
tout ça, couplé au fait que la ville se soit développée autour du port, va induire trois types de flux à adresser. Le flux des personnes, la mobilité, et je pense que Ceutas en a extrêmement bien parlé, des efforts de la ville pour améliorer la qualité de la mobilité. Il y a des enjeux de supply chain qui ont trait et au commerce intérieur, donc à la consommation des entreprises et des ménages, et par ailleurs la supply chain du commerce extérieur. Je voudrais réinsister sur une statistique, c'est que la connexion terrestre au port se fait à 80% par camion, donc des camions qui doivent pénétrer dans Casablanca. Donc tout ça, ça illustre une très forte tension sur cette voie publique. J'ai eu l'habitude d'essayer de dresser cette situation-là en parlant le langage des réseaux. En fait, les voies publiques, c'est pas plus que n'importe quel autre réseau, un réseau télécom ou autre. Donc, pour gérer un réseau, vous augmentez la bande passante et vous optimisez les flux. Donc, pour augmenter la bande passante, ce sont les 11 milliards de dirhams dont le président de la région de Casastat a parlé tout à l'heure pour investir dans les voies carrossables. Ces 11 milliards de dirhams, et je parle sous le contrôle de Ceutas, excluent l'effort d'investissement de la commune en intramuros. Donc c'est quand même des capex importants pour pouvoir augmenter la bande passante de ces voies carrossables. Ensuite, on a deux types de flux. On a le flux des personnes et le flux des marchandises. Donc sur le flux des personnes, il y a un véritable effort pour pouvoir passer de la voiture personnelle au transport en commun. Les statistiques de Madame le ministre de Ceutas, avec aujourd'hui près de 20% en transport en commun, ça reste. Moi, j'ai retenu que tous ces embouteillages, on les faisait avec 14% des déplacements. Donc, heureusement qu'on n'est qu'à 14% finalement. Donc, il y a un vrai travail sur le transport des personnes, mais sur la partie qui a trait à la logistique, c'est plutôt aléatoire. C'est plutôt aléatoire. Donc, les camions entrent dans la ville sans règles particulières. Il n'y a pas de massification, il n'y a pas de mutualisation. Et aujourd'hui, quand on sait que la logistique, c'est quelque chose comme 25 à 30% de part de trafic sur la bande passante disponible, il ne serait pas inintéressant d'optimiser ces 30%, les lisser dans le temps, faire en sorte que ça pèse beaucoup moins, surtout dans un contexte où là on a un transport de marchandises, enfin un approvisionnement. Je sais, Rachid, que tu veux m'interrompre, mais tu vas patienter 2-3 minutes. On a un transport de marchandises pour l'approvisionnement des consommateurs qui fonctionne de la manière suivante. Globalement, la marchandise va arriver sur des points de retail, les grandes surfaces, le commerce traditionnel et des autres points de retail. Et les gens vont essentiellement marcher pour pouvoir aller récupérer leurs marchandises. On est en train d'aller avec la vague du e-commerce et on n'est qu'au démarrage parce que le e-commerce représente 1 à 2% du total retail, contre 20% dans le monde, 60% en Chine, à une situation où il faudra approvisionner les ménages directement chez eux. Donc on va être dans une capillarité très forte qui va dégrader d'autant plus la mobilité parce que la logistique, si on ne fait rien, représentera une part de plus en plus importante. Mais on va faire des choses, donc je laisse, et on y reviendra, le loisir effectivement, de faire le tour et on dira ce qu'on va faire. Parce que je vais écouter aussi avant le secteur privé, parce qu'on a deux acteurs de poids, on peut dire de poids, les acteurs de poids, hein, du secteur logistique et secteur des transports, par rapport à tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent avec vous, Montse Belkhayat, à la fois par Monsieur Outas, vice-président de la commune de Casablanca, à la fois par Hassan Machalafi, vous qui êtes acteur privé. C'est-à-dire que je considère, on peut considérer que le prisme est différent, les attentes sont différentes, la réalité au quotidien est différente, et si c'est la gestion de flotte et c'est la gestion de retour sur investissement également. Bon. Pardon ?
Tout à fait. Bon, d'abord, je voudrais remercier Madame Bennis pour sa présentation qui était très très riche et vous dire que puisqu'on est dans les chiffres, on va abonder dans les chiffres. Casablanca est le poumon économique du Maroc. Il faut savoir qu'à partir de Casablanca, tout le Maroc est approvisionné en marchandises. Et pas seulement le Maroc, mais aussi l'Afrique subsaharienne. Casablanca, c'est 4 millions à 5 millions d'habitants, mais c'est aussi 50 000 points de vente. C'est dans les 50 000 points de vente, 1000 points de vente modernes. Et puis, un endroit qui est extrêmement connu de la part des Casablancais, qui est Darb Omar, et dans lequel il y a à peu près 800 grossistes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les circuits de distribution au Maroc sont des circuits assez simples. Nous avons au Maroc aujourd'hui 80% de la distribution qui passe par le commerce traditionnel, c'est-à-dire des grossistes et des points de vente traditionnels, les épiceries de quartier. Nous avons 20% qui va dans le moderne et à travers le e-commerce, sans oublier 800 souks hebdomadaires qui représentent à peu près 25% de la consommation pondérée pour 35% de la population. Maintenant, l'ensemble de ce système est un système, soyons clairs et honnêtes, a été construit sur une logistique archaïque, c'est-à-dire des dépôts à Darb Omar qui sont en dehors de toute norme, de l'ONSA, de spécifications logistiques, ce qu'on appelle l'heri. Avec l'heri, c'est un heri qui n'est plus au standard, qui n'est plus aux normes. Et moi, quand j'entends parler de la Coupe du Monde, je rigole. Parce que si vous allez faire un tour dans l'heri, vous n'allez plus jamais consommer un produit de première nécessité ou un produit alimentaire. Donc aujourd'hui, disons les choses de manière claire et vraie. Les conditions de stockage, d'entreposage que nous avons à l'intérieur de la ville de Casablanca ne sont plus aux normes pour pouvoir être aux standards sanitaires les plus basiques. Au moins, ça a le mérite d'être clair et dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça la vraie question, puisque moi je vais donner la réponse du secteur public et je vais laisser, plutôt privé, et je vais laisser le secteur public répondre. Sur le secteur privé, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait de la concertation avec nos amis de la commune, de la région, de M. Louali, qui consiste à dire, donnons de la visibilité aux opérateurs privés pour leur dire, dans le cadre de la préparation et de la mise à niveau et des normes, et pour éviter des blocages logistiques, parce que si on continue comme ça, il y aura un blocage, mettons en place des process pour décongestionner. L'objectif étant de décongestionner. Donc mettons en place ces process. Le premier process, c'est d'abord se mettre d'accord sur un niveau de normes et de qualité pour que on puisse stocker la marchandise, notamment alimentaire, à un niveau de sécurité alimentaire nationale. Deuxième élément, c'est qu'il faut des normes d'espace en hauteur et en termes de base. Troisième élément, il faudrait que la ville, la région, mettent à la disposition de ces opérateurs économiques qui sont là depuis 100 ans les espaces nécessaires pour pouvoir déménager. Et ensuite, un plan de migration avec des dates et avec un plan de prescription et des normes permettant ce qu'on appelle une migration, comme dans n'importe quel système. Vous voulez, sur un ERP, migrer d'un ancien à un nouveau, ben, il y a un travail de préparation et ensuite une migration. Sans ce travail de concertation, il est impossible qu'on avance. Il se trouve que ce travail de concertation, on ne l'a pas encore, hein, et on n'a pas, du moins, été associé à ce travail, y compris sur la partie transport, permettant à certains camions, pour pouvoir livrer les 50 000 magasins, de pouvoir être organisés. Et il y a des techniques faciles de massification. Je vous donne un exemple. Vous prenez le Morocco Mall.
Bah, on va supposer qu'au Morocco Mall, il y a 200 magasins ou 300 magasins. Chaque magasin est livré tout seul. La question, c'est pourquoi ne pas signer une convention avec le Morocco Mall et les points de vente pour qu'on puisse livrer les 300 magasins plus le Marjan qui y a là-bas entre minuit et 6 heures du matin, permettant une décongestion du Morocco Mall et des alentours de Morocco Mall. Mais le Morocco Mall est un exemple, Darb Omar est un autre exemple. Le seul message que je dis, c'est que le secteur privé est prêt à travailler la main dans la main avec les élus, avec l'autorité, pour préparer un plan qui permette à Casa de souffler, à Casa d'avoir des poumons qui soient beaucoup plus, on va dire, forts d'ici 2030, nous permettant de nous mettre au niveau des échéances, des projets que nous avons tels que la Coupe du Monde, mais aussi pour permettre au secteur privé d'avoir la visibilité nécessaire sur les investissements, la préparation et la migration qu'il faudra faire pour qu'on soit à la hauteur des attentes qu'on attend de nous. Voilà. Avant de donner la parole à Asma Kerboub et à Mohamed Allah, juste une question. Moussa Belkhayat, est-ce que c'est jouable avant 2030? Oui, oui, c'est jouable. C'est-à-dire déplacer, délocaliser le Omar. Nous avons un Wali qui est exceptionnel, qui va vite, qui est intelligent, qui peut mobiliser autour de lui. Nous avons l'Agence marocaine du développement de la logistique qui est aujourd'hui consciente de l'importance de le faire rapidement. Et nous avons des élus de qualité et qui savent quelles sont les perspectives qu'il faut. Il suffit juste de se concerter, de nous rassembler, de discuter, de travailler de manière claire sur un CPS et on aura le temps de le faire. Je suis extrêmement optimiste là-dessus. Merci Monsef. Asma Kerboub, non, elle a le micro. La voix de l'ANP, la directrice stratégie et développement. Alors vous, c'est le port. Oui, donc c'est la logistique urbaine vue par l'activité portuaire, qui est aussi, qui a une part de responsabilité, en tout cas qui est un véritable acteur en matière de logistique urbaine. C'est des milliers et des milliers de camions qui entreprennent les routes de Casablanca tous les jours. Par rapport à tout ce qui a pu être dit, ce défi logistique aujourd'hui, l'impression qu'il peut y avoir, en tout cas c'est un peu la mienne, c'est que le port a une gestion qui lui est propre et qui peut être détachée en fait de la gestion de la ville et des défis et de la réalité logistique urbaine. Est-ce que mon ressenti est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Merci, Monsieur Rachid. Je tiens tout d'abord à remercier le salon Logismed pour l'invitation à cette 12e édition. Monsieur le directeur général, Moustapha Fers, il s'excuse de ne pas pouvoir justement être parmi nous pour des contraintes professionnelles de dernière minute. Et donc effectivement, je pense que l'état des lieux a été bien dressé depuis ce matin par rapport au rôle que joue la ville de Casablanca, on va dire au niveau national mais aussi régional. Que ce soit Monsieur le Président de la région de Casablanca ce matin ou Monsieur le Directeur général de l'AMDL, effectivement. La ville de Casablanca aujourd'hui, elle concentre effectivement une densité, on va dire, exceptionnelle en matière d'activité commerciale et industrielle. Monsieur Belkhayat également a rappelé le fait que c'est un hub, on va dire, entre l'Europe et l'Afrique. Et il faut mentionner que ce rôle de hub, justement, va être renforcé et amené à être renforcé compte tenu de l'initiative internationale lancée par Sa Majesté, justement, pour la façade atlantique, au profit des pays frères de l'Afrique et du Sahel notamment. Alors, quelques chiffres peut-être pour le port de Casablanca. C'est un port qui traite 30% du trafic national, donc géré par l'ANP, donc c'est le deuxième port après celui de Jaffa. C'est un port qui traite 90% de tonnage, on va dire, et de volume en termes de conteneurs. Donc, par rapport justement au port géré par l'ANP. 60% aujourd'hui du phosphate, qui est un trafic très stratégique pour le Maroc, passe à travers le port de Casablanca. Les céréales également, c'est plus que 50% qui sont traités avec les aliments de bétail également au niveau du port de Casablanca. Port de Casablanca, comme vous avez mentionné, c'est Rachid, c'est plus que 7000 camions quotidiennement, avec des pics qui peuvent atteindre 11 000 par jour. C'est un port également qui est lié à plus qu'une centaine de ports à l'international. Donc vous comprenez que cette activité, on va dire, elle est vraiment concentrée au niveau de la région de Casablanca. Alors au niveau justement de logistique portuaire que vous venez de mentionner, je pense qu'on ne peut plus raisonner, on va dire, être cantonné au niveau des terminaux et des quais, mais c'est une logistique qui se doit d'être ouverte
avec un système intégré, interfacé avec les différents acteurs de la supply chain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste un maillon de la supply chain. Notre performance, elle dépend de la performance des autres, et la performance également des autres, elle dépend de la performance de ce maillon portuaire. Donc avec les différents acteurs portuaires et nos partenaires stratégiques, notamment la CIGM et les différentes associations professionnelles, donc nous sommes mobilisés sur différents axes, notamment, on va dire, le développement, que ce soit des infrastructures et des installations, donc tout ce qui est approfondissement, prolongement de la digue de Casa qui est aujourd'hui en cours, dont le coût dépasse les 1 milliard de dirhams. Donc c'est tout le renforcement des équipements, et que ce soit de manutention, des scanners, etc. Mais également tout le travail d'optimisation et de simplification, que ce soit des processus liés à la partie maritime, c'est-à-dire l'interface maritime par rapport au navire, etc. Et aussi par rapport à l'interface, on va dire, terrestre pour tout ce qui est flux de marchandises. Donc effectivement, c'est une logistique portuaire qui se doit d'être aujourd'hui intégrée et interfacée et travailler main dans la main avec les différents acteurs de la ville et les opérateurs économiques. J'ai envie de vous dire que c'est aussi un discours que j'ai entendu depuis plusieurs années. C'est-à-dire comment mieux intégrer le port de Casablanca dans une logistique urbaine qui soit dynamique, décongestionnée. Est-ce qu'aujourd'hui on est passé dans une phase beaucoup plus active? C'est-à-dire, effectivement, le constat a été fait à plusieurs reprises, et se dire aujourd'hui, on va passer dans une phase beaucoup plus active. Ce flux massif de camions, on va essayer de trouver aussi une connexion directe au réseau autoroutier, et pas forcément qu'ils se mettent en circulation au niveau des villes. Je pense que les initiatives et les projets qui sont menés aujourd'hui, ils parlent d'eux-mêmes, que ce soit au niveau du port, donc tout ce que j'ai cité en termes, on va dire, de renforcement de l'outil portuaire, infrastructure et superstructure, en termes également de tout ce qui est dématérialisation. Donc nous avons mené beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau de Portnet, que ce soit au niveau de l'ANP, par rapport justement à cette simplification des procédures. Mais également, il y a toute la partie logistique. Tout à l'heure, monsieur, peut-être le directeur général de l'AMDL va détailler tout ce qui est ZNETA, d'accord, avec toute la connexion routière à avoir avec le port et cette simplification à avoir. Voilà. Merci à vous. C'est Mohamed Talal. Alors, très souvent, on dit que c'est un avantage de parler en dernier. Je ne sais pas si c'est toujours un avantage ou pas. En tout cas, vous allez nous le confirmer par rapport à tout ce qui a pu être dit. Je sais que vous faites partie de celles et ceux aussi qui, depuis des années, tirer la sonnette d'alarme sous forme un peu de lanceur d'alerte sur la place de la logistique, le développement de la logistique et toutes ces contraintes en fait qui empêchent justement ce développement. D'accord, merci Rachid. Déjà, en tout cas, merci Sibrada, le membre du comité et à Logismed pour cet événement. Merci Madame la Ministre pour votre présentation qui était très intéressante. Il y avait trop de chiffres, donc je n'ai pas réussi à tout retenir. Si on peut avoir une copie, ça serait intéressant. Moi, je vais un peu trancher dans le vif. Je vais rejoindre un peu Riyad sur ce qu'il disait. Je vais parler secteur privé. Je vais être direct. Je crois que les pouvoirs, la gouvernance locale travaillent seuls, sans les professionnels. Et c'est quand même dommage, parce que je pense que nous maîtrisons beaucoup mieux le sujet que la gouvernance locale. La problématique logistique pour la distribution en ville est beaucoup plus maîtrisée par les opérateurs, parce qu'on a nos clients, on connaît les problématiques, on connaît les contraintes. Les consommateurs doivent consommer tous les jours. Il faut leur apporter des produits jusque chez eux. Et il y a deux grosses problématiques. Moi, je me souviens de l'étude qui avait été lancée par l'ancien ministre Chemi en 2010, qui était le plan Rawaj 2010. On parlait déjà à l'époque de 20% de GMS et de 80% de détaillants. Aujourd'hui encore, on parle encore de 20% de GMS et 80% de détaillants. Pourquoi? Parce que tous les quartiers qui se sont créés, le petit détaillant, Moul Pisri, Moul Ibrahim, ainsi de suite, ils sont toujours là. Ils vont continuer à se développer. Parce qu'ils jouent un rôle social, c'est dans les habitudes de consommation des Marocains, et cela va continuer encore comme ça. Donc la problématique de distribution de détail va continuer à subsister dans le temps, et on en a encore pour une bonne quinzaine d'années à mon avis. D'accord? Alors tout à l'heure, Madame la Ministre, ça parle également, je crois, de démographie aussi, à un moment donné, je crois que c'était vous, croissance démographique, d'accord, mais les gens aujourd'hui qui se font livrer à domicile, par exemple, le pourcentage commence à augmenter de plus en plus. Donc même si on a une croissance démographique qui est de X%, vous avez 10X, parce que vous avez à côté les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Ces jeunes-là, ils commandent sur les portails, sur les plateformes électroniques, ils sont livrés à domicile. Donc c'est de plus en plus de flux. Donc on a besoin d'une synchronisation entre la gouvernance locale et les différents ministères pour une grande raison, très simple. Prendre des décisions tout seul dans son coin
et décider de bloquer des axes à la circulation comme il y a un mois, on bloque l'autoroute pour les camions poids lourds, je veux bien. Mais après, comment vous livrez Casablanca? Comment vous livrez le consommateur? C'est impossible. Donc il faut apporter de réelles solutions de fond. Et l'une des solutions n'est pas de venir dire on va bloquer les camions pour la circulation en ville ou alors on va interdire tel ou tel à s'installer. Ça va être notamment, par exemple, de travailler avec le ministère de Commerce et d'Industrie, le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Vous avez des entreprises qui sont sur plus de 15-20 hectares en plein centre-ville de Casablanca, pour ne pas citer, une entreprise agroalimentaire qui charge 600 semi-remorques par jour et qui a 100% du marché national. Le sucre, pour ne pas citer. Attendez, vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain et dire je vais arrêter de charger ou décharger dans cette entreprise. C'est impossible. Et il y en a d'autres, des entreprises comme ça, j'en connais tout un paquet. Les logisticiens sont installés en ville avec des plateformes et des semi-remorques et du transport. Mais attendez, vous êtes gentils. Mais ces semi-remorques qui sont là parce qu'il y a un marché au centre-ville. Sortez ce marché du centre-ville et les opérateurs, les transporteurs sortiront de la ville. D'accord? Notamment si vous accompagnez l'industrie. Comment voulez-vous qu'une entreprise industrielle qui a 15 hectares d'industrie, vous lui dites écoutez, ben demain il faut sortir, mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de foncier autorisé. Il n'y a que des terrains agricoles. Et dès que vous allez voir l'agence urbaine, on vous dit « Ah, c'est pas dans le plan d'aménagement ». Et oui, et je fais comment? Je ne peux pas sortir de la ville, je ne peux pas m'installer à l'extérieur parce que je n'ai pas de terrain industriel pour m'installer. Je fais quoi? Donc je crois que la problématique logistique doit être accompagnée également d'une politique logistique, mais également d'une politique industrielle avec des zones logistiques. Et comme disait Sébastien tout à l'heure, c'est accompagner ces entreprises à sortir de la ville, y compris les dépôts en ville. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, ces dépôts en ville étaient de véritables entrepôts qui avaient leurs utilités. Aujourd'hui, effectivement, elles sont dépassées parce qu'elles sont trop petites, parce qu'on ne respecte plus les FIFO, l'IFO, parce que les normes sanitaires ne sont pas respectées. Mais il faut accompagner ces entreprises vers l'extérieur de la ville. Ensuite, il y a encore une autre problématique. Ces gens aujourd'hui qui stockent en ville, mais je vous invite, je pense que vous le savez déjà, ils stockent dans les quartiers populaires, ils stockent dans des villas. Souvent, vous trouvez des conteneurs dans des zones villas qui déchargent et qui stockent dans des étages. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être tracés par le fisc. C'est aussi simple que ça. Et c'est un marché de cash. Donc la problématique du cash doit être traitée. Et il faut résoudre ce problème de cash, parce que ce problème de cash amène énormément de maux. D'accord? Et cela va permettre d'accompagner donc ces distributeurs, ces entreprises industrielles à sortir de la ville, à aller effectivement en périphérie, pour décongestionner la ville. Alors décongestionner la ville également, c'est pas de dire on va interdire, comme on a entendu il y a quelques mois, interdiction aux camions au-delà de 3,5 tonnes de circuler en ville. Je veux bien, hein, il n'y a pas de souci. Nous, on va mettre des petits fourgons qui vont livrer. Sauf que le consommateur paiera la facture parce que le coût du transport va renchérir et on va amputer le pouvoir d'achat des consommateurs. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une politique publique qui doit être menée, mais une politique avec le secteur privé pour la partie logistique, distribution en ville. Et l'histoire de dire, de livrer avec des camions électriques, vous savez, c'est décarboné, c'est vert, il n'y a rien de vert dans un camion électrique au Maroc. Parce que malheureusement, l'électricité avec laquelle vous chargez le camion, il vient d'une centrale thermique de l'Jorf ou de Mohammedia, qui est déjà carbonée. Par contre, effectivement, vous résolvez une problématique sanitaire parce qu'il y a moins de maladies respiratoires. Comme a dit Sébastien tout à l'heure, et je le rejoins parfaitement là-dessus, mais attendez, comment se fait-il que l'agence urbaine de Casablanca ne développe pas dans ses plans d'aménagement des zones de livraison comme en Europe, comme aux États-Unis? Vous avez des zones de livraison pour les camions avec des horaires de livraison de nuit. On va massifier, on ne va pas congestionner pendant la journée, on va moins polluer. Mais attendez, mais nous, on a des solutions, on les connaît. On les vit tous les jours. On voyage, on voit ce qui se passe à l'étranger. Les pouvoirs publics ont également des compétences. Je crois qu'ensemble, on peut faire du bon travail et on doit travailler ensemble et pas chacun de son côté. Merci Abdelrahim Outas et ensuite Rassan Sharafi là-dessus. Vous avez été indirectement, ça n'a pas été nominatif en tout cas, interpellé au niveau du secteur public. On a bien vu ce sont des amis en plus. On a bien vu les prises de parole du secteur privé à la fois par Monseb El Khayat et là tout de suite par il y a beaucoup de secteurs privés qui a essayé le public et qu'on connaît bien le public. Donc, j'ai à côté de moi un ex-ministre et un ex-vice-président de la région. Donc, je crois que tout ce qui se dit, que ce soit par le public ou le privé, je crois, d'une manière officielle, c'est la vérité. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est le problème? Je crois que le problème aujourd'hui, c'est de concilier les visions des uns et des autres. Et je crois que quand on parle de concilier les visions de part et d'autre, on parle de concession. Et aujourd'hui, je crois que
le public, il est là pour faire des concessions. Moi, en tout cas, au nom de la ville de Casablanca, je m'engage. Je laisse mon collègue de la MDL. Aujourd'hui, le privé doit faire des concessions. Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que qu'il y ait des Moualil Hanout à Casa ou pas, personne ne veut plus qu'une remorque de 30 tonnes ou 40 tonnes passe dans les ruelles de Casablanca. Personne ne dira le contraire. Aujourd'hui, qui doit faire la concession, on doit se mettre à table, on doit discuter, on doit négocier. Aujourd'hui, ça a été dit d'une manière indirecte par Si Mohamed Talal aujourd'hui, qui dit que le prix du consommateur va augmenter. Ça peut être une conséquence. Mais aujourd'hui, si Mohamed Talal il a une zone logistique où il doit ramener la marchandise chez son entrepôt et il doit faire sortir des petits camions pour la ville de Casablanca. Aujourd'hui, celui qui se livre, qu'il soit petit ou grand, il doit accepter d'être livré le soir. Il ne doit pas imposer qu'il soit livré à 10 h du matin. Moi, je veux dire, j'étais président il y a 5 ans de la commune des Roches-Noires. J'avais un décès pratiquement par mois d'un camion qui sort du port avec une bicyclette ou avec un motocycle ou une motocycle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, si on peut le considérer, si on peut se mettre d'accord, c'est le début, c'est la pierre pour mettre en place des négociations pour aller de l'avant. Est-ce que, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, si vous permettez, Monsef, de vous asseoir avec le secteur privé? Qu'est-ce qui empêche les élus? Dit non. Et deux, on l'a vu avec la présentation de l'élu. Pourquoi j'ai dit Belkhiat, il ne doit pas m'en vouloir. Si Belkhiat جلس مع الناس ديال درب عمر حتى مشى له الشهر quand il était à la région. Alors, aujourd'hui, c'est question de concession. Monsieur le ministre de l'Industrie actuel et le précédent, ils ont fait énormément de choses pour dire que les grossistes, les producteurs agricoles, etc. Il y a beaucoup de choses. Le producteur agricole في الفيرما ديالو غيخرج هو 20 طن 50 طن parce qu'il gagne, etc. C'est Abdrahim. Donc, juste pour que on puisse converger et conclure que Logismed a permis une convergence entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé est d'accord pour s'asseoir, discuter, négocier et faire des concessions. Donc voilà, au moins c'est dit. Merci. Hassan Mashrafi, par rapport à est-ce que la MDL aussi est partie prenante de cette table ronde à venir, acteurs publics et acteurs privés? Et deuxièmement, est-ce qu'on a encore le temps? Parce que ce que a dépeint Leïla Benis précédemment, c'est un déficit en matière d'anticipation, qui est peut-être aussi à l'origine de l'aggravation des réalités sociales. Et se dire aujourd'hui, on a une gouvernance qui n'existe pas en matière de logistique, qui doit être mise en place. Et espérons que cette édition de Logismed et ce débat permettra la mise en place de cette nouvelle stratégie en matière de logistique urbaine au niveau de Casablanca. Et est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui partagent le point de vue de Monsef Belkhiat de dire voilà, s'il faut déloger des sites industriels qui sont en plein centre-ville, il faudra le faire. S'il faut déloger des Debromar ou des Debralef, il faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on le fasse si c'est nécessaire et on l'assumera. Très bien, Rachid. Je pense que le débat d'aujourd'hui a eu l'intérêt du parler vrai. Et je crois que les uns et les autres ont dit globalement ce qu'ils pensaient. On est d'accord sur le constat. Je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder dans le rétroviseur en se disant est-ce qu'on aurait pu anticiper? Oui, peut-être. Tu l'as précisé tout à l'heure, nous n'étions pas tous en fonction. Et de toutes les façons, c'est tellement facile de venir derrière et de dire... Moi, je préfère qu'on se concentre sur des solutions. J'en retiens une sur le plan méthodologique, c'est que dès la semaine prochaine, on sera dans le bureau de Si Abdrahim Ouattas avec les acteurs du secteur privé et la MDL pour pouvoir mettre en œuvre ces éléments-là. Je tiens quelque part parce que je voudrais réagir par rapport au point de Si Mohamed Talal qui concerne la gouvernance locale. Moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que dans le cadre du transport public, le Conseil de la ville de Casa a beaucoup fait
et qu'il va continuer à faire de façon structurelle, vu qu'il soutient le déficit qui est originé par ce transport public. Et si on était à 14% de transport en véhicules particuliers, et qu'aujourd'hui le transport en commun représente 20%, ça veut dire que la migration s'opère. Et donc je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que fondamentalement, il y a un vrai travail sur la mobilité qui a été fait à Casa. Maintenant, sur la logistique, parce que je pense que tout le monde nous attend aujourd'hui sur ça. On n'est pas resté les bras croisés. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 24 derniers mois, depuis que j'ai intégré l'agence, on s'est donné pour priorité la ville de Casablanca. Parce qu'on a considéré que c'était l'endroit où le besoin était le plus prégnant. Nos collègues de la CGEM qui sont représentés dans notre conseil d'administration me l'ont dit sans un bagage. Nous voulons Casa, puis Casa, puis Casa. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a travaillé sur un projet que tout le monde connaît ici, qui est le projet de Zneta au nord de Casablanca. Cette zone est connectée au port de Casablanca par un chemin dédié. Ce sont 380 hectares dont les modalités techniques et financières ont été arrêtées il y a de cela 2 mois. Un sujet qui est porté par une gouvernance intéressante parce que nous avons le Walid Casablanca, le président de la région, des établissements publics, sans oublier des départements ministériels qui ont mis en place le leadership qui permet au Maroc de casser les situations de silos. Donc aujourd'hui, c'est 380 hectares, c'est 2,8 milliards de dirhams d'investissement, c'est une réserve de 100 hectares pour un port sec qui va contribuer à limiter la saturation à venir du port de Casablanca. C'est 1 demi-million de mètres carrés d'entrepôts. Ce sont aussi des activités industrielles pour alimenter à l'export ce port sec. Donc aujourd'hui, on va avoir de la capacité dans le nord de Casablanca. Nous sommes également en train de développer de la capacité dans le sud de Casablanca, 70 hectares qui sortent aussi 1 demi-million de mètres carrés. Pourquoi on a le même chiffre dans le nord et dans le sud? Parce que la zone au sud de Casablanca est dédiée à l'immobilier logistique. Donc on va avoir très rapidement 1 million de mètres carrés sur le marché en périphérie de Casablanca. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important, enfin quand je dis bientôt, c'est public, vous pouvez aller sur place, on a libéré le foncier, l'appel d'offres travaux a été lancé dans 2 mois, dans 10 jours c'est l'ouverture des plis et donc le temps de l'adjudication, on est dans un sujet de semaine qui va nous permettre de lancer officiellement les travaux. C'est important dans tout réseau qu'il y ait une conception, une ingénierie. Donc, ce que nous voulons faire, c'est doter Casablanca en sa périphérie des capacités de stockage massifiées et mutualisées. Tout à l'heure, c'est Mohamed Talal qui va souvent à l'étranger. Quand il sort de son aéroport parisien, il voit des entrepôts de part et d'autre avant de rentrer dans Paris intramuros. Aujourd'hui, nous voulons que ce soit également le cas à Casablanca, qu'on puisse doter, après on a un programme sur tout le Maroc à l'échelle des 12 régions, mais un investissement particulier va être mis en place à Casablanca. Une fois que vous avez mis en place ces capacités massifiées et mutualisées, c'est là où on va réussir à pouvoir approvisionner les points de détail en milieu urbain avec tout ce dont ils ont besoin. Tout à l'heure, si Belkhiyat citait un centre commercial, mais aussi le commerce traditionnel. Je suis désolé, mais aujourd'hui, quand vous allez au travail le matin, vous voyez des camions monoproduits. Donc je ne vais pas citer les produits, mais il y a le camion du produit A,
le camion du produit B, le camion du produit C, ça peut être de l'eau minérale. Il peut y avoir les 15 marques d'eau minérale, puis les 5 marques d'huile, et chacune dans un camion dédié. Et ils vont tous s'arrêter devant la même épicerie et l'approvisionner avec ce produit particulier. Donc ces zones-là vont permettre, avec des entreprises comme Dislog qui font du mutualisé, mais moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de Dislog au Maroc qui viennent concurrencer Dislog et qui puissent proposer du transport urbain en mutualisé. C'est tout le mal que je souhaite au groupe de Simon Sevel Khiat. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une façon de faire nouvelle parce que devant un commerce traditionnel, devant une épicerie, on ne peut pas avoir 15 camions qui vont s'arrêter en double, triple position tout au long de la journée, en même temps que la peak hour de la mobilité. C'est des choses qui ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, si on doit retenir quelque chose, c'est que, et d'une, on va injecter 1 million de mètres carrés en périphérie de Casablanca, répartis entre Zneta et Oulad Saleh. 2, il faut démultiplier les solutions de stockage, parce qu'en fait, en périphérie, vous allez faire du stockage, et en milieu urbain, vous allez faire de la distribution. Donc des dispositifs de distribution qui peuvent être de divers ordres, du petit stockage qui va traiter la zone d'achalandise d'un point, à des consignes automatiques, à des méthodes de livraison de la distribution multiples et variées. Et surtout des règles. Des règles, aujourd'hui, le retail structuré, et les collègues en ont parlé, le retail structuré peut accepter la livraison de nuit comme c'est en vigueur un peu partout dans le monde. Il y a des solutions. Il y a des solutions d'ailleurs qui utilisent très peu de personnel. Vous mettez un sas, le camion passe à 4 heures du matin, il va mettre la marchandise, fermer une porte du sas, celui qui va opérer le point de vente va pouvoir accéder à la marchandise au travers la deuxième porte du sas, et tout d'un coup on n'a pas besoin de mobiliser 2 personnes à 3 ou 4 heures du matin, mais seulement celui qui transporte. On a parlé des places de stationnement, il est important d'avoir des places dédiées à la livraison. Et le point qui, à mon sens, est fondamental, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un camion qui va sillonner tout Casablanca pour déposer son produit unique à toutes les épiceries de Casablanca, il serait plus judicieux qu'il puisse rentrer avec un mix de marchandises, qu'il dépose une palette qui soit le besoin en approvisionnement du point de vente et qui ressorte illico presto de la ville. Merci. C'est Mohamed Talel qui souhaitait réagir. Oui, non, réagir, non. En tout cas, merci Sirsen. Tout ce que j'espère, c'est qu'avant que tu passes ministre, Inch'Allah, tu sois encore avec nous pour finir tous ces chantiers. Je vais venir, Madame Belnis, tout à l'heure, vous avez parlé du Daher de 1963, c'est ça? Oui. Très bien, Daher 63. Dans le domaine du transport de marchandises, on a un Daher de 74. La réglementation, tous les aspects réglementaires et légaux ne sont pas encore traités. Il est urgent de les traiter tout de suite, et je vous donne un exemple très simple. Je me souviens, à une époque où on était encore jeune, avec l'ancien ministre, c'est Karim Rellab, la loi 1699 était sortie. C'était un long travail qui a été fait avec notamment la Fédération de transport et logistique, l'IFTL, avec Sehevdi qui est son président, et est sortie la loi 1699 qui a permis de libéraliser le marché du transport de marchandises. Et nous n'étions plus obligés de passer par l'ONT à l'époque, pour ceux qui connaissaient. Donc les opérateurs, encore aujourd'hui, peuvent charger directement chez les donneurs d'ordre. Mais à l'époque, c'était 80% de secteur informel. Aujourd'hui, c'est toujours 80% de secteur informel. On n'a pas réussi à structurer le secteur. On n'a pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce que ce lobby est tellement puissant que même quand le Code de la route, le 1er octobre 2010, lorsqu'il est sorti, il y avait la co-responsabilité des chargeurs en cas d'accident de la circulation d'un poids lourd. Et cette co-responsabilité avait forcé les donneurs d'ordre à limiter la surcharge des camions. Et là, le secteur privé était devenu compétitif. Et on commençait à investir. Mais au bout de 4 mois, on a dit stop, arrêtez, parce qu'on va paralyser le Maroc, parce que le secteur informel est en train de bloquer toutes les routes, tous les péages, et on a relâché. Et maintenant, vous avez des semi-remorques qui chargent 40 tonnes. On a des ingénieurs qui ont fait Centrale Supélec sur la route de Mduna. Bon, c'est un clin d'œil aux centraliens.
qui vous coupe un camion en deux, qui rajoute 2 mètres de long et qui vous surcharge 15 tonnes de plus. Donc ces pratiques-là, il faut maintenant sévir et arrêter. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on parle du last mile. On est bien gentil. Mais si tout de suite on ne réglemente pas ce secteur du last mile, eh ben on va avoir un nouveau secteur informel. Vous avez tous les livreurs à moto là, qui ont démarré un peu partout. Bah, ils travaillent en toute illégalité. Ils sont payés à 10 dirhams le colis, au noir. Il y a 13 000 livreurs au Maroc. En 2 ans, on en a pris 4 000. Dans 10 ans, on en aura peut-être 50 000. Ça sera le nouveau secteur informel. Et vous ne pourrez plus rien faire. Les petits camions avec transport messagerie, livraison, ça fleurit de partout en ce moment. C'est le secteur informel qui est en train de naître. Donc si on ne réglemente pas tout ça, on ne met pas des règles tout de suite, immédiatement, et qu'on interdise des petites motos qui chargent des marchandises, vous avez un caisson avec des colis, ils mettent des colis par-dessus, et un cordon par... Ben, très bien, ben, ça devient de livraison de marchandises. C'est plus une moto pour transporter une personne. Et ce gars-là, quand il fait ça, il concurrence Moul Honda. Alors Moul Honda, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Ben, lui aussi, il surcharge. Il est le plus compétitif par rapport à la moto. Et bien, Moul Honda, quand il surcharge, et ben, c'est Moul 3 tonnes 5 qui surcharge. Après, c'est Moul 5 tonnes. Après, comme ça, on s'étonne qu'un camion 25 tonnes charge 40 tonnes. Donc, il est temps maintenant de sévir et de faire entrer tout le monde dans les clous par une réglementation adaptée, par un abandon de ces daher qui n'ont plus lieu d'être et les faire remplacer par de nouvelles réglementations. Merci Monsef El Khayat, merci à tous les panélistes. Parce que je crois qu'on a fait le tour du sujet. On se donnera rendez-vous l'an prochain pour faire un point de situation, hein, à la fois sur les enjeux. Non, mais ça, c'est vous, ça vous concerne. Et j'espère d'ailleurs que tout ce qui sera dit sera rendu public. Ah bah oui, il y a des journalistes. Il y a des journalistes. Merci en tout cas également à l'audience. Est-ce qu'il y a éventuellement des interrogations, des questions, des applaudissements? Eh bien, c'est une expression aussi d'un panel et d'un contenu effectivement de qualité, interactif, grâce aussi à la qualité des panélistes en termes de profil et la pluralité des profils, secteur public, secteur privé et les élus locaux. Merci à vous. Et à tout à l'heure.